Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Morocco Sim est très ravi de vous accueillir pour son webinaire mensuel. Et cette fois-ci, on a choisi une thématique très pertinente par rapport à la scénarisation en simulation en santé. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Et sans plus tarder, je passe tout de suite la parole au professeur Nassik Hichem, qui va modérer cette session. Et professeur Nassik Hichem, c'est le vice-président de Morocco Sim. Donc, c'est à toi, Hichem, la parole. Merci beaucoup, Sidi Mohamed. Merci beaucoup pour cet honneur de modérer cette séance. Et j'ai tout le plaisir et tout l'honneur d'avoir deux invités de marque. Donc, je vais parler premièrement de professeur Guillaume Destarakian. Donc, il n'est pas à présenter, mais pour les gens qui ne connaissent pas encore. Donc, docteur Guillaume Destarakian, c'est un médecin urgentiste qui est un expert en simulation. C'est le directeur du centre de simulation interprofessionnel le 6e 84. Il est enseignant international, c'est un référent en simulation il est membre du conseil d'administration de la Sofracim et auteur des dernières recommandations francophones sur la rédaction des scénarios en simulation. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir bien répondu à notre invitation. Et j'ai tout le Merci, plaisir, Hicham. l'honneur aussi d'avoir Khadija El-Himer. Madame Khadija El-Himer, c'est une grande amie, une grande dame qui fait beaucoup de choses pour la simulation au Maroc. Elle est coordinatrice de la filière anesthésie-réanimation à l'Institut de formation des cadres infirmiers à Rabat. Elle est lauréate d'un diplôme en simulation. Il fait beaucoup de choses en sciences de la santé. Merci beaucoup encore une fois d'avoir répondu positivement à notre invitation. Donc aujourd'hui, on va Et à parler vous. d'une thématique d'une grande importance, c'est la rédaction d'un scénario en simulation. Comme vous le savez, la confection et l'écriture d'un scénario, c'est une étape maîtresse dans le processus de la préparation des séances de formation par la simulation en sciences de la santé et d'une importance primordiale, mais aussi il faut qu'il obéisse à plusieurs objectifs pédagogiques. Je retiens beaucoup de dynamisme, d'interaction, ça demande une expertise. Sans trop tarder, je vais passer la parole à nos deux invités pour mieux détailler le sujet. À vous la parole. Je pense que Khadija, peut-être c'est toi qui vas commencer et tu vas Oui. parler de la définition d'un scénario en simulation et comment on développe ce processus qui conduira au scénario. À toi la parole, cher ami. Bonsoir tout le monde. Merci, professeur Nassik, pour cette présentation. Merci à la Morocco Sim pour cette opportunité d'apprentissage. Merci pour cette opportunité de partager un moment d'apprentissage avec la communauté de la simulation et de collaborer avec un grand professeur, docteur Guillaume Dersahakian. Donc, Merci, Khadija. je vais commencer le partage de mon écran. Parfait. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? On peut mettre en plein écran, s'il vous plaît. Oui, Parfait. parfait, je peux commencer. Vous arrivez à m'entendre? Excellent. On vous reçoit. D'accord, je commence. Donc, les objectifs de ce webinaire seront de définir qu'est-ce que c'est qu'un scénario de simulation avec ses principales composantes et son rôle dans la simulation en santé, de développer le processus qui conduira un scénario depuis l'identification des besoins jusqu'à son évaluation après la simulation et d'explorer les recommandations, c'est-à-dire les modèles, les standards et les bonnes pratiques cités dans la littérature et cités aussi par les organismes reconnus dans le domaine
comme la Sotra Sims par exemple, et proposer les 3 trames de scénario. Pourquoi 3 trames? Ça représente les 3 modalités de la simulation. Donc une trame pour la simulation immersive, qui est une plongée dans un environnement réaliste avec des interactions multiples. Une deuxième trame pour la simulation avec un patient simulé, donc, qui est conçu surtout pour développer des compétences non techniques, donc des compétences en matière de communication et d'interaction humaine. Et une troisième trame pour la simulation procédurale, c'est pour pratiquer et perfectionner des gestes techniques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un scénario de simulation? Donc, c'est une formalisation écrite d'une activité de simulation qui inclut les objectifs pédagogiques d'ordre technique et non technique qui ne peuvent être pertinents que s'ils sont identifiés à partir d'une analyse des besoins. Aussi, on trouve dans un scénario les ressources humaines et matérielles, donc les ressources humaines en matière d'animateurs, en matière de techniciens, d'acteurs, de simulateurs humains, et les ressources matérielles comme les simulateurs, les accessoires et tout outil nécessaire pour rendre l'environnement réaliste. Aussi, le déroulé de la session, depuis le briefing, en passant par les étapes ou le déroulé de scénario jusqu'à arriver aux aides de débriefing, c'est au moment de l'élaboration de scénario où on pense à l'élaboration des aides ou des briefings qui vont structurer le débriefing et qui vont maximiser l'apprentissage chez nos apprenants. Aussi, il y a une section qui intéresse la qualité de scénario, là où on va noter tout ce qu'on a fait pour garantir la qualité de notre scénario, comme le pré-test par exemple, ou qu'on va faire par la suite après son déroulement, donc les améliorations éventuelles après le déroulement du scénario. Et ça serait aussi souhaitable d'avoir un côté administratif sur le scénario, par exemple le centre qui porte le scénario, l'équipe qui a veillé sur l'élaboration du scénario et ses coordonnées, donc des informations administratives qui concernent et l'institution et l'équipe qui a veillé sur l'élaboration du scénario. Donc, pas de simulation sans scénario. Pourquoi? Donc, c'est le scénario qui va garantir la qualité de la simulation, donc en évitant tout ce qui est improvisation. Donc, là où l'improvisation règne, il y a la qualité qui se perd. Donc, il faut toujours rédiger un scénario bien détaillé, structuré autour des objectifs d'apprentissage pour garantir la qualité de la simulation. Une simulation qui n'est pas bien conçue, qui n'est pas bien conduite, donc il peut non seulement saboter l'apprentissage, mais il peut conduire à ce que Deckman a appelé un apprentissage négatif. Donc, qu'est-ce qu'un apprentissage négatif? C'est quand l'apprenant inculque un cadre qui va influencer par la suite ses jugements, surtout si l'expérience de simulation est son premier contact avec le problème clinique. La scénarisation d'une séance de simulation, il est constitué de plusieurs étapes. Donc, il passe par une étape de conceptualisation. C'est là où on identifie les besoins et on met le scénario dans un contexte particulier. Donc, après, on passe à l'étape de l'écriture. Une fois le scénario est écrit, il faut qu'il soit testé auprès d'un échantillon de population ou par les formateurs qui ont conçu le scénario pour identifier les écarts logistiques, les écarts pédagogiques et les corriger avant de faire dérouler le scénario devant la vraie population. Mais aussi, il faut améliorer le scénario après son déroulement, après le débriefing. Donc, des éventuelles améliorations, ils peuvent être apportées. Donc, de là, on comprend que la conceptualisation et l'écriture d'un scénario, donc c'est un engagement dans un processus itératif d'écriture et de correction, de perfectionnement de ce scénario tout en se basant sur les bonnes pratiques. Avant de se lancer dans l'écriture de scénario, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, avant de se lancer, il faut faire une identification des besoins pour par la suite déterminer les objectifs d'apprentissage.
Donc, ces besoins, on peut les identifier à partir d'un programme de formation si le scénario est conçu pour une formation de base, mais si ce scénario il sera conçu pour une formation continue ou pour une formation interprofessionnelle, par exemple, ou pour qu'une institution maintienne son certification, donc il faut consulter tout ce qui est registre de mortalité, morbidité. Il faut faire des questionnaires, des quiz, des entretiens auprès des responsables de service ou des chefs d'unité, consulter les tutelles, le ministère de la Santé, par exemple, pour identifier le besoin en formation. Si un service il reçoit un nouveau matériel ou un nouveau protocole de travail, il faut concevoir des scénarios dans ce sens pour expliquer donc l'utilisation de ce matériel et ce protocole. Donc, il y a plusieurs moyens pour identifier les besoins et adapter par la suite les objectifs en fonction de ces besoins. Avant de commencer l'écriture, toujours, il faut contextualiser le scénario. Donc, comment on le contextualise? Donc, en l'adaptant avec le cadre institutionnel, l'institution qui va porter ce scénario, là où on va jouer ce scénario. Donc, pourquoi il faut l'adapter avec le cadre institutionnel? C'est pour prendre en considération les ressources matérielles et humaines de cette institution lors de l'élaboration de ce scénario. Il faut aussi l'adapter à nos apprenants. C'est le centre de l'apprentissage. Les apprenants, ils sont le centre de l'apprentissage. Donc, il faut adapter le scénario à leur niveau, à leur type. Est-ce que ce scénario, il sera conçu pour des infirmiers, pour des médecins, première année, deuxième année, troisième année? Donc, il faut adapter la complexité du scénario au niveau de nos apprenants. Ça ne sert à rien de concevoir un scénario qui est simple pour une population avancée ou un scénario qui est compliqué pour une population novice. Donc, le premier, il va conduire à l'ennui et le deuxième, il va conduire à des incompréhensions qui vont rendre l'expérience d'apprentissage non pertinente. Il faut aussi étudier le nombre de formateurs, de techniciens, d'acteurs qu'on a dans le contexte du scénario. Pourquoi on ne peut pas concevoir un scénario qui est compliqué avec un nombre limité de formateurs? On ne peut pas, par exemple, concevoir un scénario sans technicien pour une institution qui a un manquant de haute fidélité. Donc, il faut adapter le scénario à ce qu'on a comme formateur, technicien et acteur. Donc, il faut que le scénario soit aligné aussi avec l'intitulé de la formation et le programme de la formation. Donc, après avoir identifié les besoins en matière de formation et étudié le contexte du scénario, on passe à l'identification de nos objectifs pédagogiques qui vont être de deux sortes, donc des objectifs non techniques et des objectifs techniques. Les objectifs, en général, ils doivent être au nombre de 1 à 5 objectifs, 2 ou 3 techniques et 2 et 3 non techniques. Donc, au moment de l'écriture de scénario, il faut penser aussi aux objectifs pédagogiques émergents. Ce sont les objectifs qui ne sont pas identifiés sur le scénario et qui peuvent émerger au cours de la simulation, donc des actions observées chez les apprenants, à la phase réactionnelle de débriefing, un besoin en apprentissage qui est exprimé au moment à la phase réactionnelle de débriefing et au cours du débriefing, donc on peut détecter des besoins en apprentissage chez nos apprenants. Donc, il ne faut pas ignorer ces objectifs qui émergent à ces moments-là. La simulation, c'est un processus adaptatif, donc c'est un processus donc, qui peut développer des objectifs pédagogiques qui émergent au cours de la simulation. Donc, il faut les traiter et les étudier avec les apprenants pour remplir et pour répondre à l'écart d'apprentissage que les apprenants ont. Mais si il y a beaucoup d'objectifs pédagogiques qui apparaissent. À ce moment-là, il faut prioriser. Il faut traiter les objectifs qui sont alignés avec nos objectifs d'apprentissage de scénario et peut-être il faut documenter les autres pour qu'ils soient le sujet d'une autre séance ou d'une autre session de simulation.
on arrive à la phase de préparation, c'est au moment de la rédaction de scénario qu'il faut penser à préparer le scénario. Donc, préparer l'environnement là où on va jouer le scénario. Est-ce que ça va être au niveau d'un centre ou in situ, au niveau d'un hôpital? Donc, le matériel dont on aura besoin pour jouer le scénario, quel simulateur? Un simulateur procédural pour tout ce qui est technique, un simulateur humain pour la simulation immersive et un participant simulé pour tout ce qui est compétences non techniques. Donc, il faut penser aux références bibliographiques sur lesquelles on va se baser pour traiter nos objectifs. Donc, les dernières références selon les sociétés savantes, le matériel spécifique dont on aura besoin pour rendre notre environnement réaliste. Et aussi, à ce moment-là, au moment de la préparation du scénario, qu'il faut penser aux éléments de pré-briefing. Donc, des points qui sont relatifs à notre scénario et qu'on peut noter euh, pour les discuter au moment du pré-briefing, comme les modalités d'invitation, comment on va inviter nos apprenants à la séance de simulation. Donc, des points spécifiques relatifs au scénario, comme le décès d'un patient au cours du scénario, il faut préparer, il faut penser à discuter ce point au moment de pré-briefing. Et vous pouvez consulter donc les checklists de pré-briefing qui existent dans la littérature, notamment une checklist écrite par François Lecomte. Donc, le déroulé du cas. Donc, c'est au moment de l'écriture des scénarios, il faut détailler le déroulé du cas qui commence par le briefing. Donc, il faut penser à ce qu'on va dire à nos apprenants au moment du briefing, aux participants simulés, penser est-ce que le briefing il va être individualisé ou collectif. Donc, si par exemple les apprenants ils vont tous commencer le scénario en même temps, il faut penser à un briefing collectif. Si par exemple un des participants il va rejoindre le scénario à mi-temps, dans ce cas-là, il faut faire un briefing individualisé. Il faut penser au moment de l'écriture du scénario aux informations qu'on va donner à nos apprenants, à nos participants simulés. Donc, il faut que ces informations, donc pour les apprenants, il faut que ça soit limité et sélectionné pour ne pas entraver le processus d'enquête qu'on envisage déclencher chez nos apprenants pour chercher les informations, que ce soit auprès du patient, auprès de sa famille, de son dossier médical ou des résultats des examens qu'il va demander. Donc, pour poser un diagnostic et faire les actions souhaitées. C'est au moment de la rédaction où il faut penser à rédiger le déroulement du scénario ou la partie active du scénario en détail. Donc, ça serait préférable de la faire sous forme d'un algorithme, même si on pense que les apprenants ils vont faire des actions qui vont guider le scénario vers une direction particulière, ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut anticiper toutes les actions qu'ils peuvent entreprendre pour développer le scénario et inclure toutes les éventualités. Comment on peut faire ça? Donc, en pensant aux éléments déclencheurs, certains comportements chez les apprenants à des moments donnés, et par la suite, penser à préparer la rétroaction naturelle à ces comportements, au comportement de nos apprenants. Donc, il faut retenir que c'est nous, les formateurs en simulation, qu'on a le contrôle de l'expérience pédagogique moyennant les éléments déclencheurs et la rétroaction naturelle. Et il ne faut pas laisser le contrôle chez les apprenants parce que le scénario, il risque de ne pas aboutir suite à une action ou inaction des apprenants. Donc, pour mieux comprendre ce contrôle du cas et ses concepts d'éléments déclencheurs, comportement et rétroaction, on va étudier un cas pratique donc avec professeur Dersahakian. Donc, je vous donne la parole, professeur, pour développer le cas. Merci, Khadija. Est-ce que tu peux juste mettre... Voilà. Alors, effectivement, bon, c'est une partie c'est peut-être la partie la plus complexe dans la rédaction du scénario, qui est vraiment le déroulé actif, hein, comme a dit
Khadija, c'est vraiment une partie qui va être la partie un petit peu active de notre scénario. Donc, si on part, par exemple, d'une patiente en service de médecine qui a 77 ans, qui est en détresse respiratoire aiguë avec une saturation à 80%. Voilà, vous avez tous les paramètres. Donc ça, c'est l'état initial qui va être programmé par le technicien et qui va rentrer ces données dans le simulateur. Et donc, vous, le but, c'est vraiment, encore une fois, c'est très important, il faut garder le contrôle. On veut amener nos étudiants d'un point A à un point B. Et donc, c'est nous qui allons leur dire à un moment, bah voilà, vous entrez dans la salle. Ça, c'est l'élément déclencheur par le formateur. On va faire entrer l'équipe médicale dans la session de simulation. Ils vont observer une insuffisance respiratoire compensée. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils mettent en place l'oxygénothérapie adéquate. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est que les étudiants puissent reconnaître l'insuffisance respiratoire compensée et mettre en place l'oxygénothérapie adéquate. Et le formateur, par rapport à l'élément observé de l'apprenant, va augmenter la saturation à 88%. On pourrait imaginer que s'ils ne mettent pas l'oxygène, la saturation s'écroule. Et dans ces cas-là, voilà, on attend quand même que les étudiants mettent en place de l'oxygène devant un patient qui désature. Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, c'est que malgré finalement cette oxygénothérapie, la patiente continue de se dégrader. Hein, il y a une aggravation des troubles de conscience, la saturation qui diminue, la patiente qui a des difficultés respiratoires. Et dans ces cas-là, ce qu'on attend des apprenants, c'est qu'ils aillent plus loin que la simple oxygénothérapie, mais qu'ils mettent par exemple un bavus pour améliorer l'oxygénation et peut-être même derrière faire une ventilation assistée. Donc globalement, voilà, on va attendre de nos étudiants qui fassent quelque chose pour éviter cette aggravation et puis également qu'ils utilisent une compétence non technique qui est fondamentale, qui est d'appeler à l'aide en utilisant par exemple un moyen comme le SAED ou le SBAR qui est décrit dans la littérature. Et là-dessus, nous, s'ils mettent en place ces éléments-là, on va remonter la saturation à 92%. Et par contre, ils ont appelé à l'aide, on va attendre un peu avant de faire venir le réanimateur. Vous voyez que la quatrième ligne, on dit bien, on attend 10 minutes avant que le réanimateur arrive. C'est nous qui ordonnons, entre guillemets, l'arrivée du réanimateur au bout de la 10e minute. Et donc, ainsi de suite, on pourrait imaginer un certain nombre d'étapes comme ça où on va déclencher, on va injecter un événement dans la session de simulation. À partir de là, on va observer un comportement des apprenants, un comportement qu'on aura anticipé et on espère qu'il sera positif, hein, qui sera ce que l'on attend. S'ils ont bien été formés, normalement c'est le cas. Et puis derrière, nous, on rétroagit sur la situation, sur le mannequin ou sur la situation en elle-même. Et donc l'étudiant on pourra passer à l'étape suivante. Voilà. Merci, professeur Dersarakian, pour ces explications. Donc, je continue. On arrive à la partie anticipation du débriefing sur notre scénario. C'est au moment de l'écriture de scénario qu'il faut penser à planifier notre débriefing. Donc, la durée approximative pour notre débriefing, donc les outils qu'on va utiliser pour structurer notre débriefing et le rendre plus efficace pour nos étudiants, maximiser l'apprentissage chez nos apprenants. Donc, il faut penser aux éléments qu'on va utiliser comme des extraits d'enregistrement de vidéos pour discuter des moments critiques du scénario. Aussi, il faut prévoir, par exemple, des grilles d'évaluation d'une compétence technique ou non technique qu'on envisage développer chez nos apprenants. Il faut aussi penser à la méthode qu'on va utiliser pour réaliser notre débriefing, comme le RAS, le ressenti, analyse et synthèse.
ou la molécule conversationnelle, contextualisation, décontextualisation, recontextualisation. Donc, contextualisation, c'est qu'on demande l'analyse du vécu de nos apprenants au moment du scénario. La décontextualisation, c'est quand on isole la compétence qu'on veut développer du contexte du scénario et on discute avec nos apprenants les stratégies de résolution de problèmes rencontrés selon les bonnes pratiques. Et par la suite, la recontextualisation, c'est discuter avec nos étudiants comment ils peuvent utiliser cette compétence dans la vraie vie. Au moment de l'écriture de scénario, toujours, il faut penser à la partie qualité de scénario, donc les éléments d'amélioration de notre scénario, comme le test, comme j'avais dit au début, donc le pré-test, un échantillon de population cible, ou bien entre formateurs, un public naïf, c'est-à-dire un public qui ne va pas être confronté par la suite avec le scénario. Aussi, il faut penser à la prévention du déclin des apprentissages. C'est au moment de la rédaction du scénario qu'il faut penser à ça. Donc, les compétences qu'on apprend au cours d'un scénario, ils risquent de s'estomper avec le temps. Donc, il faut penser aux méthodes de conservation de ces compétences. Donc, ça peut être le just-in-time scénario. Donc, c'est le fait de rejouer le scénario avec les apprenants juste avant la situation où ils vont utiliser ces compétences. Par exemple, ici, on a déjà fait un scénario sur la gestion des voies respiratoires. Juste avant l'envoi de nos étudiants dans un service de réanimation, on peut rejouer le scénario avec eux pour consolider les acquis. Il y a aussi le suivi post-simulation, c'est-à-dire qu'on va fixer donc la reprise de la simulation à un intervalle de temps donné pour rappeler les compétences acquises. Professeur Dersahakian. Alors, je vais basculer sur mon écran. Oui. Khadija, si tu veux bien. Voilà, alors il faut arrêter le partage. Donc, on va passer à la partie des recommandations. En fait, Khadija a résumé en fait toute la partie euh, en amont de l'écriture du scénario. Et donc là, on va rentrer un peu dans l'écriture de notre scénario de simulation. Alors, hop. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous avez l'écran? C'est bon, parfait. Donc, alors, il y a des recommandations, hein, il existe des recos. Alors, bon, je vais vous présenter dans quelques instants les recommandations de la Sophracim. On s'est inspiré de pas mal de recommandations, notamment du Teach Sim qui a été écrit par l'équipe de Benichek, qui est une trame de scénario très intéressante, relativement complète, hein, assez structurée. Voilà, équipe américaine, publiée il y a maintenant quasiment 10 ans. On a, alors attendez, pardon. Également l'INAXEL qui est une sorte de comité paramédical en simulation en santé, qui a également écrit des recommandations en 2021 et qui précise que dans un scénario de simulation, bah, il doit y avoir un cadre, il doit y avoir un briefing, il doit y avoir des objectifs émergents, il faut en tout cas les créer, les imaginer. Il faut détailler le déroulé du scénario, utiliser un facilitateur et également gérer le temps, définir les objectifs pédagogiques et s'appuyer sur des recommandations. Donc tous ces éléments-là, euh, on s'en est servi, on a
avec un groupe francophone. On a piloté avec professeur Gilles Chignara du Canada et docteur Étienne Rivière de Bordeaux. On a actualisé des recommandations un peu anciennes qui dataient de 2018 et on a voulu faire quelque chose d'un peu structuré sur les scénarios de simulation en santé. Et donc pour ça, on s'est regroupé, plein de copains qui font de la simulation à travers la francophonie. Et vous voyez là, tous les pays qui se sont un petit peu associés, on s'est fait des petits focus group, des réunions, des échanges. Et voilà, on avait notre ami Guillaume Aligné du Qatar, les amis belges, etc. Et on a abouti à l'écriture de trois trames de scénarios. Donc, une première trame qui s'utilise, qu'on va détailler, qui est un scénario de simulation immersive, hein. On est vraiment là dans un environnement avec pas mal d'interactions. Le scénario pour le participant simulé, où là, c'est plutôt le jeu de rôle, hein, avec un- une équipe médicale et éventuellement une famille et un entretien, hein. On est surtout sur les entretiens. Le troisième modèle, c'est le scénario de simulation procédurale, qui est donc un- un scénario pour donc les procédures médicales. Voilà, on va les détailler. Alors, on les a publiés cette année, hein, dans Medical Education Online. Donc, ils sont accessibles à la fois en français et puis à la fois en anglais. Donc, vous pouvez avoir accès sur Internet, c'est en free access. Donc, le premier modèle de scénario, c'est le scénario de simulation immersive dans un environnement proche du réel, où on considère qu'il y a beaucoup d'interactions. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on fait au quotidien. C'est ce qu'on a vu l'année dernière également au congrès de la Morocossim, où on reproduit en fait un environnement proche du réel avec voilà, des interactions entre les apprenants, entre les apprenants et le patient, entre parfois des familles qui interviennent. Voilà, on a vraiment tout un environnement qui se rapproche euh, enfin, qui est vraiment assez proche de ce qu'on peut avoir dans la vraie vie. Donc, ce type de scénario, eh bien, Radija, vous avez un petit peu résumé la situation, c'est-à-dire que il y a d'abord le contexte, hein, qui va être rempli, donc le nom du centre de simulation, la personne qui a rédigé, hein, vous vous souvenez, vous avez parlé de la partie administrative, ben, on y est. Voilà, le mail d'une personne contact, la date de la dernière révision, hein, quand est-ce que ce scénario a été relu, revisité, l'équipe pédagogique, voilà, combien de techniciens, de facilitateurs on a besoin pour ce scénario. Également un résumé, et ça c'est important, un résumé du scénario, mais pour les formateurs. C'est-à-dire que je suis formateur, je viens dans un autre centre de simulation qui n'est pas le mien. Je veux participer en tant que formateur à la session de simulation. On m'a demandé de venir pour aider. Je prends le scénario, je lis cette partie-là qui est le résumé, le court résumé du scénario, et j'ai une idée globale de ce qu'est le scénario, de ce qu'on attend de ce scénario par rapport à nos apprenants. Les apprenants, justement, juste en dessous, le nombre d'apprenants pour cette session de simulation, hein, pour ce scénario. Ce n'est pas le nombre d'apprenants qui sont présents dans la salle, c'est le nombre d'apprenants qui vont intervenir pendant la session de simulation, leurs fonctions, médecin, infirmier, interne, étudiant, etc., etc. Et puis les expériences professionnelles requises. Est-ce que, voilà, on souhaite que pour ce scénario, les gens aient un minimum d'expérience ou pas du tout, hein, c'est vraiment de la formation initiale et on n'a pas nécessairement besoin d'une expérience antérieure. Et puis également, un point qui est important, c'est le lien avec le programme de formation. Donc, voilà, si votre scénario s'inscrit dans le cadre d'un interprofessionnel ou d'une formation initiale, il faut le préciser également à cet endroit. Deuxième partie dans la grille du scénario, c'est les objectifs qui correspondent à la fois aux besoins et aux objectifs pédagogiques. Donc ça, pareil, on en a parlé, hein, je ne vais pas trop insister, mais un point important, il faut éviter d'avoir trop
d'objectifs dans une session de simulation, trop d'objectifs pédagogiques. Aussi bien les Américains que la francophonie, on a considéré qu'il fallait maximum, voilà, 5 objectifs au total dans un scénario de simulation, parce que après le risque, c'est vraiment d'aller voilà, de passer énormément de temps sur le débriefing, ce qui peut après être un petit peu ennuyeux pour les apprenants. Ah, voilà. Et puis également ici préciser les objectifs pédagogiques émergents. Alors, bien entendu, on ne peut pas les anticiper, mais on peut y réfléchir. On peut se dire, voilà, peut-être que dans ce scénario, on abordera telle ou telle thématique. Voilà, ce sont des objectifs potentiels qui permettent de préparer le débriefing ou qu'on avait vu sur le scénario précédent, sur ce même scénario qui avait été fait sur la session d'avant. On avait vu qu'il y avait un objectif qu'on n'avait pas abordé, qu'on n'avait pas prévu et qui a été finalement débriefé. Et donc, on peut le préciser à cet endroit. La partie préparation que vous voyez ici, hein, qui est la partie un peu technique aussi du scénario, où on va voilà, préciser ici s'il y a besoin d'avoir un ECG, une lettre, une ordonnance, également les références bibliographiques, les aides cognitives, s'il y a besoin d'une aide cognitive particulière pour ce scénario, ou si on veut distribuer par exemple un algorithme d'arrêt cardiaque et que les étudiants fassent la simulation avec cet algorithme, c'est parfaitement aussi utile. Le rôle des différents intervenants, voilà, si je fais intervenir un facilitateur, quel rôle va-t-il avoir? Des stresseurs aussi, des gens qui vont être là pour compliquer un peu la situation, ça peut arriver, ce sont des choses qui arrivent en simulation. Le lieu de la simulation, le matériel, et puis, déjà on a parlé, la préparation du pré-briefing, voilà, c'est ici que ça figure. Voilà, tous ces éléments qui sont un peu spécifiques au scénario. Ah, non, c'est pardon. Ensuite, bien entendu, on a la partie, une fois qu'on a fini cette partie de préparation, ben, on va voir la partie déroulée de la simulation, c'est-à-dire finalement notre, voilà, la session proactive de la simulation. Alors le briefing, hein, qui doit être noir sur blanc, la durée de la session de simulation, et puis ensuite, ce dont donc l'événement déclencheur, le comportement observable et la conséquence sur la situation. La rétroaction, ce qu'on appelle aussi la rétroaction naturelle. Donc, avant d'entrer en salle de simulation, on aime bien, enfin, pourquoi pas, c'est pas obligatoire, mais que les étudiants les mettent un peu ensemble, qu'ils aient un temps de 2-3 minutes de concentration, ce que j'appelle le sas d'immersion, avant d'aller en session de simulation. L'idée, c'est qu'ils puissent, entre le briefing et la simulation elle-même, avoir un petit temps de, voilà, de concentration, de se mettre un petit peu en condition pour cet exercice qui est un exercice quand même souvent assez stressant, hein, la simulation, tout le monde le fait. Donc voilà, alors les 3 étapes dont on a parlé déjà, et puis voilà, indiquer à quel moment on met fin au scénario. Alors bien entendu, on a mis 4 étapes, ça peut être 5, ça peut être 2, ça peut être 3. Vous pouvez mettre autant d'étapes que vous voulez, tout dépend de ce que vous attendez. Et en sachant que, encore une fois, je répète, ces éléments-là, qui sont les éléments déclencheurs, doivent être euh, travaillés en fonction des objectifs pédagogiques. Vous avez un objectif qui est l'appel à l'aide, il faut que vous provoquiez l'appel à l'aide. Donc votre scénario doit être construit autour de l'appel à l'aide. Si un des objectifs, c'est le leadership, il faut qu'à un moment donné, on ait la possibilité d'avoir un leader dans la situation qui va piloter un peu son équipe. Voilà, et puis enfin, la dernière partie qui est la préparation du débriefing. Voilà, c'est ce que disait Adija, c'est-à-dire que globalement, voilà, on aime bien avoir un temps à peu près de débriefing, hein. Bien sûr, c'est souvent un débriefing, on dit que c'est le double de la durée de la session de simulation. Bon, on est plutôt sur, souvent c'est 20 à 30 minutes minimum un débriefing, donc à préciser.
les stratégies de résolution de la situation simulée, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qu'on attendait de ces étudiants, et puis des éléments également de contextualisation, recontextualisation, mais on en a déjà parlé, je ne vais pas trop insister sur ce point-là. Et puis le dernier point, c'est comme toute chose que vous faites, toutes les évaluations, toutes les formations que vous allez faire, bah, il faut les évaluer. Et donc le scénario, c'est pareil, quand vous faites un scénario, il faut savoir si ce scénario est de qualité ou pas. Et donc là, également, bah, il faut mettre quand est-ce que le scénario a été testé. Voilà. Est-ce qu'il a été testé une fois, deux fois? Est-ce qu'on l'a fait déjà plusieurs fois? Et sur quel type de population? Et puis également les éléments d'amélioration. Finalement, vous venez de faire votre scénario, vous vous rendez compte que là, il y a un petit problème, il manque du matériel ou il manque un facilitateur, ou etc. Bah, vous pouvez également l'écrire à cet endroit, ce qui vous permettra d'améliorer votre scénario sur la prochaine session. Voilà, là on est sur le scénario de simulation immersive. Le scénario de simulation immersive un peu spécifique, c'est voilà, c'est un modèle dans le scénario de simulation immersive, c'est le scénario centré sur le participant simulé. Alors là, voilà, on est plutôt sur des scénarios d'annonce, d'éducation thérapeutique, de refus de soins, de conflits. Ce modèle de scénario est quasiment à l'identique du scénario précédent, mais on a rajouté un élément important qui est, voilà, cette partie-là, qui est la feuille de route de l'acteur. Puisque finalement, dans ce scénario, vous avez bien compris que l'acteur a une position fondamentale, principale, et c'est autour de cet acteur que va se faire la session de simulation. Et donc cet acteur, bah, il faut qu'il ait son rôle. Hein, voilà, qui suis-je, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, etc., mon métier, mon dernier repas, etc. Si j'ai des symptômes, quels sont les symptômes? Si c'est de l'éducation thérapeutique, dans quel état d'esprit je suis? Est-ce que je suis en refus de soins? Est-ce que je suis plutôt à l'écoute, etc., etc. L'état émotionnel, vous voyez, il faut vraiment préciser l'ensemble des données de cet acteur. Il faut que l'acteur, quand il lit cette feuille, il puisse jouer ce rôle en session de simulation. Donc voilà, donc le deuxième de scénario, qui est le scénario sur le participant simulé, il y a cette partie-là qui est vraiment qui a été rajoutée au scénario initial. Puis le dernier modèle, c'est le scénario de simulation procédurale. Donc là, idéalement, je sais que pas grand monde ne rédige des scénarios de simulation procédurale, mais idéalement, euh, on vous encourage à, lorsque vous enseignez un geste, surtout quand c'est dans un universitaire, de rédiger un scénario de simulation procédurale. Avec les différentes règles qui ont été précisées ici, je ne vais pas toutes les reprendre, vous pourrez les lire pardon, tranquillement. Mais globalement, voilà, c'est quelques règles de bonne pratique d'un scénario de simulation procédurale. Alors, qu'est-ce qui va changer? On est quasiment sur le même genre de trame que les précédentes, sauf que là, on va intégrer en plus la stratégie pédagogique qui va être utilisée pour l'enseignement de ce geste. Est-ce qu'on va utiliser plutôt une pédagogie de la découverte, de la démonstration, le master e-learning, la pratique délibérée ou encore d'autres stratégies, hein, il en existe d'autres. Donc voilà, à préciser quelle modalité pédagogique je vais utiliser pour faire cette simulation procédurale. La préparation est quasiment la même, hein, il y a très peu de changements. Et la partie simulation, alors là, effectivement, il y a pas de déroulé, hein, puisque finalement, on va regarder un geste se faire. Par contre, il y a un élément qui est fondamental et à retenir, c'est la grille d'évaluation de la procédure. Et là, c'est important, c'est dans votre scénario de simulation procédurale,
c'est important d'avoir une grille qui a été idéalement validée dans la littérature. Alors, je cite souvent l'exemple de la grille du professeur Denis Oriot sur l'évaluation de la voie intra-osseuse, la pose de la voie intra-osseuse, qui a élaboré une grille d'évaluation de la voie intra-osseuse, qui a également fait une super grille, qui est la grille TAPAS sur les compétences, non, les compétences pardon, techniques. Donc, c'est voilà une grille qui est très très bien faite avec un certain nombre de compétences techniques qui peut s'appliquer dans tous les scénarios. Donc, vous pouvez également utiliser ce type de grille pour évaluer donc votre procédure. En tout cas, c'est important quand vous faites une simulation procédurale derrière de faire de l'évaluation. Voilà, et puis il y a un point important peut-être dans la qualité, le contrôle qualité, c'est dans les simulateurs, dans la simulation procédurale, bah, il y a souvent beaucoup plus de consommables que dans le reste, dans les autres simulations. Donc on va utiliser, on aura un contrôle qualité aussi des simulateurs qui sera utile. Voilà, donc euh, trois trames pour finalement écrire vos scénarios de simulation. Une trame, si vous voulez enseigner une procédure, eh bien, utilisez la grille de scénario de simulation procédurale qui est disponible bien sûr sur Internet. Je vais vous donner les éléments juste après. Si vous voulez faire de la simulation immersive, pleine échelle, avec des gestes, des interactions, bah, utilisez et on vous recommande d'utiliser le scénario de simulation immersive. Et enfin, si vous voulez faire plutôt de la relation de soins, de la communication, de l'annonce, le scénario de simulation procédure, sur les participants simulés. Encore une fois, l'écriture d'un scénario de simulation, c'est la garantie d'une session réussie, d'un débriefing facilité. C'est vraiment votre feuille de route. Comme lorsque vous faites un enseignement, vous avez une présentation, bah là c'est pareil. Quand vous faites un scénario de simulation, il vous faut une grille de scénario qui soit vraiment bien élaborée. Et on vous proposera bientôt, c'est en cours de publication, une grille d'évaluation de la qualité de votre scénario. Voilà, à partir de cette grille, vous saurez si votre scénario, il tient la route, il est de qualité ou au contraire, s'il faut le revoir pour l'améliorer. Donc ça, c'est pour bientôt, ça sera dans les prochaines recommandations, voilà, qui, j'espère, arriveront en 2025. Alors, pour télécharger les modèles de scénario, bien entendu, vous pouvez aller sur le site de la Sopra-Sims, qui est donc, vous avez accès au scénario. Alors, vous avez les deux modèles, le modèle vierge du scénario et puis le modèle avec mode d'emploi, comme sur la manière de remplir votre grille. J'ai également mis sur mon site internet urgencesimulation.com ces grilles-là qui sont accessibles en téléchargement gratuit. Donc vous pouvez aller sur l'un ou sur l'autre pour avoir accès donc au scénario. Voilà, merci de votre attention. Je crois qu'il y a une partie dédiée aux questions-réponses. Et puis, voilà, j'en profite également donc, pour faire une petite pub pour le webinaire 2025, 9 janvier 2025, avec professeur Mohamed Mouraoui, que je remercie de participer, docteur Thierry Chesserez également, et professeur Vicky Leblanc du Canada, qui seront présents sur ce webinaire sur le débriefing difficile. Donc, on vous invite à participer également. Voilà, merci de votre attention. Bon, parfait. Merci beaucoup, Dr Guillaume et Madame Khadija, pour ces éclaircissements. Et je pense qu'on a bien profité. Donc, je commence tout de suite par des questions qu'on a reçues sur le chat. Première question, peut-être, je vais essayer de synthétiser les questions. Question de Gemila. Le pré-briefing, c'est un moment de bris de glace. Est-ce que normalement ça doit être le plus court possible ou il faut plus de détails? Deuxième question, si ça bloque au cours d'un scénario, d'une mise en scène, par exemple, appel de réa,
Est-ce qu'on injecte un facilitateur ou il vaut mieux changer l'état clinique du patient et relancer l'apprenant? Alors, euh, alors le pré-briefing, clairement, hein, donc c'est vraiment la partie qui va introduire notre session de simulation, notre journée de simulation. En général, si vous comptez, si vous faites une journée de simulation, bah, vous allez faire un pré-briefing en début de journée. Un pré-briefing, ça peut durer jusqu'à 1 heure. Et ce qui a été proposé, c'est de mettre dans le scénario des points de pré-briefing importants, mais qui sont liés au scénario. Par exemple, si vous envisagez de faire mourir, par exemple, votre patient sur ce scénario, bah, au pré-briefing, il faudra préciser que dans la journée, on va avoir différents types de simulations et qu'il y aura peut-être un scénario sur lequel le patient risque de mourir et que ce n'est pas dépendant des gestes des apprenants, mais ça fait partie de la prise en charge de temps en malheureusement, hein, il y a des prises en charge qui peuvent être en échec et les patients peuvent décéder. Donc, c'est quelque chose qu'on veut aborder parce qu'on a besoin de débriefer cet objectif. Voilà, sur le Oui. pré-briefing. Donc, et pour si ça bloque au cours de... Oui, alors oui, bah, le facilitateur, hein, facilitateur toujours. C'est notre joker, comme je dis souvent, c'est la personne qui est prévue, qui doit être anticipée, et idéalement voilà, on écrit dans le scénario, pareil, hein, il y a une case dédiée où voilà, on donne le rôle du facilitateur dans la session de simulation. Nous, on a un facilitateur systématique dans toutes les sessions de simulation, mais un facilitateur qui est là pour aider un peu les apprenants sur le matériel, sur des petites choses qui pourraient poser problème. Vous pouvez faire intervenir le facilitateur au moment où vous souhaitez, sinon, il n'est pas obligé d'être présent, bien entendu, mais voilà, si effectivement les apprenants sont en difficulté, ne les laissez pas en difficulté, faites intervenir un facilitateur, c'est vraiment le but. Encore une fois, le but d'une session de simulation, c'est que ça se passe bien, que les étudiants puissent sortir de là en étant contents de ce qu'ils ont fait et éventuellement qu'ils aient des éléments d'amélioration, bien entendu, mais vraiment notre objectif, c'est qu'ils réussissent, qu'ils performent. Euh, c'est pourquoi on avait bien précisé sur notre présentation euh, que nous, les formateurs, qu'on a le contrôle sur la situation, soit moyennant donc les éléments déclencheurs avec l'adaptation de la rétroaction ou l'injection des facilitateurs pour donner des informations à un moment opportun pour mener à bien notre scénario. Parfait, parfait. Une deuxième question de Younes Bouchareb. Est-il possible d'intégrer des objectifs pédagogiques spécifiques à chaque profession dans un scénario en interprofessionnel, médecin, infirmier? Si oui, est-ce qu'il y a des contraintes dans ce cas, lorsqu'on est dans un scénario en interprofessionnel? Alors, ça, c'est une super question et vraiment merci encore de l'avoir posée. Alors, toutes les questions sont super, mais alors, c'est vrai que si vous voulez, il y a des recommandations sur la simulation interprofessionnelle et qui ont été écrites par Sylvain Boët, il me semble, il y a quelques années, qui effectivement précise que idéalement, quand vous faites de la simulation interprofessionnelle, bah, il faut des objectifs interprofessionnels. Et donc, ces objectifs interprofessionnels doivent être adaptés. Alors, il y a des choses un peu transversales. L'appel à l'aide, il est valable pour l'infirmière, pour l'étudiant. Tout le monde doit savoir appeler à l'aide, même le médecin qui peut de temps en temps être en échec et appeler à l'aide d'un collègue. Donc, il y a des objectifs comme ça qui sont transversaux, enfin transprofessionnels, et puis il y a des objectifs qui sont beaucoup plus spécifiques. Par exemple, l'infirmière, je vais attendre peut-être davantage qu'elle qu'elle puisse peut-être anticiper la préparation de certaines drogues, qu'elle puisse euh, faire un soin en anticipé, qu'elle puisse communiquer avec son leader, etc. Donc, effectivement, il y a des choses qui seront spécifiques et puis il y a des choses qui seront beaucoup plus transprofessionnelles et qu'on aura écrit également dans le scénario. Alors, les contraintes, bah, voilà, on a dit, hein, on limite le nombre de scénarios, 3 à 5. En fait, ma principale contrainte quand je fais de la simulation interprofessionnelle, c'est de me dire,
je veux que, l'issue de ma session de simulation, que tout le monde tire un enseignement de cette session de simulation. Aussi bien l'étudiant qui est en première année, que l'infirmière, que le médecin praticien, que voilà, tout le monde doit tirer un enseignement. Et ça doit être déjà élaboré avant et réfléchi au moment de l'écriture du scénario. Parfait. Donc, pourquoi est-il préférable d'assurer un contrôle adéquat de la situation pour garantir la réussite de l'étudiant plutôt que de laisser place à un échec potentiel? Alors, bon, bah, alors ça, en fait, encore une fois, hein, on est dans un apprentissage qui n'est pas un apprentissage par l'échec. On souhaite que les apprenants réussissent. On souhaite qu'ils soient performants. Donc, si on les laisse faire une situation de simulation, si on voit qu'elle est en train de dégénérer complètement, l'étudiant va sortir de là probablement en difficulté. Et alors, on peut faire, hein, c'est pas interdit, hein, mais il y a un risque quand même là de découragement de l'étudiant, de découragement du professionnel de santé qui dira bah, moi je viens plus en session de simulation si c'est pour vivre ce type de situation. Donc l'idée, à mon sens, hein, après on est dans la bienveillance en simulation et donc l'idée c'est quand même de faire en sorte que nos étudiants qui vont faire la session de simulation puissent voilà, faire quelque chose de bien, que la session soit intéressante à voir, qu'ils puissent être donc facilités dans leur session. Et donc, s'ils sont trop en échec, je ferai des techniques de type stop and go ou débriefing per simulation pour éviter justement qu'ils soient en échec. Voilà, vraiment mon but quand je fais une session de simulation, c'est que les étudiants soient performants. Donc, Peut-être aussi, si l'apprenant, son expérience aboutit à l'échec, donc il va garder un souvenir, un mauvais souvenir qui peut influencer par la suite les décisions qu'il va prendre dans la vraie vie. Donc il faut qu'il garde un bon souvenir de la simulation. sauf s'il y a bien sûr un décès dans le scénario, c'est programmé. Oui, Sauf, oui, Bon, le décès, c'est une réalité qu'il faut aussi former lors des situations de décès. préparer les apprenants au Bien sûr. décès. Ouais, tout à fait, tout à fait, et vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que quand on envisage de faire mourir un patient hein, dans une simulation, bah, c'est effectivement, hein, c'est la vraie vie aussi, hein. On est de temps en temps confronté à des situations où le patient va décéder malgré les soins, malgré tout ce qu'on va pouvoir faire. Et donc ça, ce sont des choses qu'il faut aborder en simulation. Alors, il est quand même de bon ton de prévenir les équipes qui vont travailler que bah, voilà, aujourd'hui, on va faire de la simulation. C'est possible que le patient meure et que malgré vos soins, vos bons soins, bah, la situation, vous puissiez enfin, perdre le patient puisse décéder. Et voilà, très effectivement. bien. Une question de Iman. Comment doit-on traiter les objectifs en émergents lors d'un déroulement de scénario, surtout s'il s'agit d'objectifs techniques ne figurant pas dans notre scénario? Bon, je pense qu'on a vu et on a répondu, Ouais. mais En fait, encore une fois, hein, les objectifs émergents, c'est bon, entre guillemets optionnels, sont des choses qui peuvent être intéressantes à aborder. Si ça sort complètement de notre scénario, on peut bon, considérer qu'ils seront revus à l'occasion d'un autre scénario. Il ne faut pas perdre en tête que notre scénario, on a écrit autour des objectifs et qu'on va se tenir à nos objectifs. Si on a le temps ou si on pense que c'est vraiment intéressant, on va aborder effectivement un objectif émergent, que ce soit technique ou non technique, hein. Je pense que pour les objectifs émergents, on ne les traite pas au moment du déroulement de scénario. Donc, il faut rester concentré sur les objectifs identifiés sur le scénario au moment de son déroulement, mais c'est au moment du débriefing qu'il faut traiter ça et corriger les besoins d'apprentissage. C'est au moment du débriefing qu'il faut discuter les objectifs émergents. parfait. Une question un peu particulière, c'est que
Est-ce qu'on peut imaginer des scénarisations de d'autres spécialités non cliniques, laboratoire, pharmacie? Je pense que oui, mais bon, qu'est-ce que vous en Alors pensez? oui, oui, bah après, bon bah effectivement, en radiologie, bah bien évidemment, hein, en radiologie, ça se fait. Et d'ailleurs, au congrès de radiologie qui a eu lieu il y a pas très longtemps sur Paris, il y avait des sessions de simulation autour de la radiologie, sur des risques allergiques, etc. En pharmacie, ça se fait, hein, il y a même des simulations virtuelles qui existent. Les pharmaciens sont très, très proactifs en simulation. Et dans les laboratoires, probablement aussi que ça doit pouvoir se faire, hein. Après, on peut, hein, la simulation, on le voit partout dans le milieu, même chez les vétérinaires. Enfin, c'est vraiment, voilà, à partir du moment où il y a un enseignement, où il y a des choses à enseigner, à former, effectivement, on peut introduire la simulation. Après, bon, le but, c'est pas de mettre la simulation à toutes les sauces dans n'importe quelle spécialité et pour n'importe quoi. L'idée, c'est vraiment, voilà, de choisir, hein, et c'est ce que disait Khadija, on en revient au début, les besoins. Quels sont les besoins de nos participants et à partir de là, on va définir si la simulation est le meilleur outil pour faire cet enseignement. Parfait. Bon, peut-être quelques questions encore. Ces questions de Mohamed Boujdid, comment faire pour s'assurer que les hypothèses et les paramètres du scénario sont cohérents et validés? Alors, c'est-à-dire que au moment de l'écriture du scénario, j'imagine, enfin, est-ce que, en fait, bon, globalement, quand on fait un scénario, il faut quand même considérer que ça doit être inspiré de la vraie vie. Donc, ce soit en cohérence avec une expérience antérieure. Donc, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que globalement, voilà, quand on va écrire notre scénario, on va faire en sorte qu'on s'inspire au maximum de la vraie vie. Et pour idéalement, si on veut vraiment être sûr que ce soit cohérent et que vraiment le déroulé soit optimal, bah, il faut le tester. Et là, c'est le point essentiel d'un scénario de simulation. Il faut tester vos scénarios au moins une fois avant de le faire sur votre groupe d'apprenants pour la première fois. Il faut vraiment les tester, les tester, les tester. Ça, c'est important. Une fois que c'est fait, vous êtes débarrassé. Et ce que je dis souvent, dans mon centre de simulation, il y a maintenant une dizaine d'années, les scénarios étaient écrits il y a 10 ans. Maintenant, on reprend tout le temps les mêmes, on les peaufine un peu, on les améliore en fonction des recommandations, mais on n'a plus besoin de les tester puisque, en fait, ils sont utilisés très, très régulièrement. Parfait. Question. Je pense qu'il y a aussi un autre moyen pour vérifier la cohérence du déroulé de scénario, c'est de le donner à un expert de terrain pour le lire et nous donner son avis. Donc, c'est une très bonne méthode pour assurer la cohérence du déroulé du scénario. Oui, Complètement d'accord. Ouais. j'y adhère complètement. Youssef demande, est-ce qu'il y a des grilles d'évaluation à tous les scénarios, que ce soit pour les compétences techniques ou non techniques? Alors, L'évaluation. là, ce que je disais, c'est qu'on va sortir la Quality Assessment Simulation in Healthcare, Scenario Simulation in Healthcare, qui est la grille cache qui va sortir vraiment, c'est imminent. On l'a présenté au dernier congrès de la Sofrasim. C'est une grille qui consiste à évaluer la qualité de votre scénario. Alors, il y a trois grilles avec des critères communs et puis des critères spécifiques. Donc, il y a une grille pour les scénarios de simulation immersive, simulation participant simulé, simulation procédurale. Et donc, vous pourrez, et c'est ce qu'on a commencé à faire pour le DESAR, le DES d'anesthésie et réanimation. Donc, il y a des scénarios qui ont été écrits par des experts et on les passe tous à travers cette grille d'évaluation qui permet de valider le contenu du scénario. Parfait. Donc, je vais peut-être terminer sur deux questions, peut-être innovatrices. La scénarisation sur les serious games, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, exemple, je ne fais pas de promo, mais sur Body Interact, il y a des scénarios qui sont pré-configurés. Est-ce qu'on peut rescénariser sur le scénario existant? Alors,
on n'a pas prévu, et alors c'est effectivement, et là c'est une question qui va ouvrir peut-être sur l'avenir, on n'a pas écrit aujourd'hui des recommandations sur l'écriture de scénarios numériques, en simulation numérique, et notamment sur les serious games. Donc Parfait. voilà, on est en train d'ouvrir une porte, on est en train beaucoup d'en discuter, on en a discuté à la basse, au congrès de la basse. Voilà, ce sont des choses qui vont venir tôt ou tard. On y travaille. Parfait. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir pour ça. Est-ce qu'il y a une place dans la scénarisation? Une question de participants. Oui. Alors, bah écoutez, allez sur ChatGPT, vous demandez à ChatGPT de vous écrire un scénario sur une thématique précise en utilisant la grille de la Sopra Sims et vous verrez ce qu'on vous sort. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je l'ai testé. On le teste en des DU. On demande aux étudiants d'aller sur ChatGPT et c'est impressionnant dans ce qu'on peut avoir. C'est bien sûr l'intelligence artificielle. Et là, je vous invite à lire le prochain bulletin pédagogique de la Sophracim qu'on va sortir avec le comité pédagogie sur justement l'intelligence artificielle et la simulation. Ça va sortir dans quelques temps, c'est sur le site de la Sophracim. Mais effectivement, oui, c'est un outil qui va vous aider à écrire les scénarios de simulation, bien entendu. Parfait. Et même sur l'évaluation. D'accord. On peut faire sortir des grilles d'évaluation magnifiques avec Ouais, pondération. tout à fait, tout à Voilà. fait. C'est magnifique. Donc, bon, merci beaucoup. J'ai encore plein de questions, mais c'est surtout une question sur le débriefing et sur l'évaluation des compétences. Peut-être qu'on va laisser pour une autre session plus spéciale sur les deux sujets. Voilà, donc merci beaucoup à nos invités. Bon, je pense que on a appris beaucoup de choses, qu'il y a un prérequis pour toute rédaction d'un scénario. En particulier, retiens de Khadija qu'il faut contextualiser, qu'il faut puiser dans nos ressources de tout ce qui est RMN, tout ce qui est situation clinique, tout ce qui est service, tout ce qui est recommandation, tout ce qui est programme pédagogique. Il faut puiser dans ces réserves pour produire des scénarios adaptés à nos besoins. Et il faut surtout les tester. Guillaume, j'ai retenu vos conseils, en particulier les trames. C'est des trames qui sont magnifiques, qui peuvent nous guider pour mieux écrire nos scénarios. Et vous avez parlé de la simulation immersive, participants de simuler. Et je viens d'apprendre qu'il faut aussi scénariser en cas de procédural. Ça, c'est très C'est intéressant. mieux. Voilà, donc il y a des clés d'évaluation et surtout il faut insister sur la qualité de nos scénarios qui va conditionner bien sûr un débriefing facile et une session réussie. Bon, mais je vous remercie encore une fois. Nous étions à peu près plus d'un 130 participants. C'est un record qu'on vient d'atteindre aujourd'hui. 130 participants de tous les horizons de la simulation en santé. Je remercie professeur Dion de nous avoir honoré de sa participation. Merci. Oh, cher ami Khadija, vous étiez excellente pour mettre le point sur des détails qui vont sûrement intéresser tout le monde. Merci à vous et merci à la Morocco Sim. Je remercie la Maroc. Merci infiniment à la Maroc aussi. Merci d'avoir organisé ce webinaire. Merci d'avoir voilà, de nous avoir fait participer. Merci de votre invitation. C'est vraiment c'est super d'avoir pu organiser ça et on reviendra avec grand plaisir. Ah oui, c'est sûr. Ah, d'accord. Merci beaucoup. À toi la parole, c'est Mohamed. Merci beaucoup. Ben, merci à toi d'avoir modéré d'une main de maître ce webinaire. Merci à toi, Guillaume. Tu sais tout le mal que je pense de toi. Tu le sais déjà. Khadija, Khadija, c'est une autre fierté nationale. Vraiment, tu nous as honorés par ta très, très belle intervention. Donc, merci à vous deux. Merci à toi, Hicham. Merci à l'audience, même à distance. Bon, Adib, elle a disparu parce qu'elle est studieuse. Autant Voilà. Adib que Denis Oriot, ils sont très studieux sur les webinaires. Donc, je les remercie tous les deux. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain. Ah, elle est là. À la photo, d'accord. Je ne sais pas si on peut prendre une photo tous ensemble tout à l'heure, donc si tout le monde peut activer sa caméra. Mais juste pour vous annoncer deux choses.
Donc, une chose, non, deux choses. Alors, on va mettre ce soir la rediffusion du webinaire sur nos réseaux sociaux. Et le mois prochain, ça va être un webinaire. On va partir à la Tunisie et qui sera animé par mon très cher ami professeur Naïj Walid et qui va nous parler des centres de simulation, particulièrement la conception, la création et comment les rendre viables. Donc voilà, donc je vous invite tous à activer vos caméras. On va faire une très très belle photo. Allez, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Allez, je vais mettre moi en mode galerie. Allez, tout le monde, tout le monde. Cédric Basquin. Ah, Bonsoir, Cédric. Cédric. Salut, Cédric. Ça va? Top, super. Merci pour le webinaire. Ben, restez connectés. Si vous n'êtes pas encore membre de la Morocco-Sim, pensez à vous y adhérer. C'est trop, trop cher. C'est 20 euros par an et ça vous droit plein, plein, plein de choses. Donc, vous allez rester et vous allez pouvoir rentrer dans le réseau. Je souhaite aussi la bienvenue à nos amis de l'OFFPT. Ils étaient très, très nombreux ce soir, les responsables du centre de simulation. Donc, je pense qu'il y a de très, très bonnes choses qui arrivent. Il me manque deux qui doivent activer le caméra. C'est bon. Alors, quand je vais dire maintenant, Fino, elle est là. Allez, allez. Quatre autres personnes et la photo de Kunzoïne. Il va y avoir une très, très belle photo. Et là, quand je vais dire 3, 2, 1, tout le monde a un grand sourire. C'est bon? 3, 2, 1, souriez. C'est fait. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye. Bravo. Merci à tous. Bravo, bravo. Si. Au revoir.